Comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de votre émission. Comme vous le savez, cette émission est mise en place pour les candidats à la présidentielle, députation nationale et que provinciale. Tant soit peu, communiquant pour les élections, c'est de ça qu'il s'agit, mais spécialement ce soir, nous allons recevoir pour vous le porte-parole du candidat numéro 20. Vous le savez, le numéro 20, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eric Mindou, c'est de lui qu'il s'agit. Avec lui, nous allons parler d'abord bilan et qu'il est venu d'ailleurs présenter. Ensuite, nous parlerons des perspectives à venir en cas de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ces plateaux. Je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère que j'aime bien, Christian Niamabou. Bonsoir. Bonsoir Maggie. Ça va Christian? Ça va très bien, merci. Merci pour ces plateaux parce que les téléspectateurs attendent sérieusement ces rendez-vous. Ils veulent suivre ce qui est de près le projet de société du candidat numéro 20 parce qu'il en a déjà fait, il a parlé, il a écrit. Mais sur place, il faut en détailler avec son porte-parole des circonstances qui est M. Eric Mindou qui est déjà dans nos murs. Donc c'est un grand plaisir pour nous de demander à tous les téléspectateurs de s'installer confortablement pour suivre cette émission qui passe en direct sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Merci bien Christian Niababou. Sans plus tarder, nous allons faire entrer notre invité. Exactement. C'est pas un candidat, je rappelle, mais c'est le porte-parole du candidat numéro 20. Donc, du coup, il représente son candidat, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous allons demander à M. Eric Mindou s'il peut déjà venir. On va faire son entrée, voilà. En tout cas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Maggie, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci de nous avoir parlé par votre présence. Bonsoir beaucoup. Vous allez vous installer dans ce ton-là. Merci. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très honoré d'être reçu sur ce média, Communication Plus, qui est un média très dynamique et surtout un média qui est proche de son public. Et puis ce qui me fait très plaisir, c'est que j'avais eu l'occasion de venir, je crois, il y a déjà plus d'un an. Voilà, j'étais venu voir, c'était des studios qui étaient déjà opérationnels, mais ils étaient plus petits, et je reviens un an plus tard, ça a grandi, il y a du matériel qui a été ajouté, du professionnalisme, une équipe beaucoup plus robuste. Je trouve que c'est bien parce que vous êtes en progrès, et c'est comme ça que l'on veut que la jeunesse congolaise puisse être, c'est-à-dire progresser, aller toujours de l'avant. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous informe que c'est comme ça également que la population congolaise attend voir son Congo de demain ou Absolument. même du mois de janvier, pourquoi pas. Vous êtes là pour représenter le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà, comment il se porte? Il se porte très bien parce qu'il faut savoir qu'une campagne électorale, c'est non simplement un moment de communion entre un candidat et son peuple. Vous savez, l'élection, on dit souvent, c'était une phrase du général de Gaulle qui disait « L'élection, c'est la rencontre d'un homme et du peuple ». Et là, cette rencontre, on la voit se passer sur le terrain. Vous avez vu, le président a commencé d'abord ici à Kinshasa par un grand meeting avec près de 80 000 personnes à la fois à l'intérieur et puis il y avait aussi des gens à l'extérieur du stade. Donc on a pratiquement atteint les 100 000 personnes pour le démarrage de sa campagne. La communion s'est passée et puis il est parti au Congo central et puis au Grand Équateur et après il a fait la Grande Orientale et là il est en train de descendre un peu. Il va revenir vers Kinshasa, il ira dans le Grand Katanga et puis il ira aussi à l'est au Kivu, au Bandundu aussi. Donc il va visiter, je crois que ça sera le seul des candidats qui va le faire, visiter pratiquement l'ensemble, si pas l'ensemble, en tout cas quasi toutes les 26 provinces de notre pays. Parce que le président, il tient à faire ça. Le président, je l'appelle le président parce qu'il est toujours président. Ouais, mais il est candidat en l'occurrence, le candidat numéro 20, comme vous l'avez dit. Et le candidat numéro 20, il veut entrer en contact avec le peuple pour leur expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire et leur dire que le choix du 20 décembre prochain, c'est un choix crucial. Un choix entre stopper tout, reculer de 30 ans ou alors consolider et poursuivre ce qui a été fait durant les 5 premières années du mandat, les 5 années du premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous venez de le dire, Eric Mindou, il est encore président de la République, pourtant il ne s'est pas présenté au COP28. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, parce que la COP28, c'est quoi d'abord? Il faut comprendre. La COP28, c'est un grand rendez-vous international où on parle d'une question cruciale, d'un enjeu crucial pour le monde, pour nous, pour vous et nous, mais surtout pour vous, je veux dire, et nos enfants, c'est-à-dire l'avenir du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le réchauffement climatique qui dérègle tout le système climatique mondial. On voit qu'il a fait près de 50 degrés à Rio et au Brésil. J'ai vu hier des images à la télévision, une partie du fleuve Amazon est complètement séchée.
On voit qu'il y a de l'hiver au sud, parfois du côté de l'Afrique du Sud. Ouais, donc, il y a un dérèglement climatique et ça met en péril l'avenir du monde. Non seulement l'agriculture, les terres arables deviennent des terres asséchées, l'accès à l'eau devient difficile, il y a ce qu'on appelle l'immigration qui est due justement au changement climatique. Des gens fuient leur contrée, des gens dans certaines îles du Pacifique sont totalement reculés. Et le Congo, et ça vous le savez, est un pays solution pour lutter contre le changement climatique. Pourquoi ? Parce que nous sommes le premier producteur de cobalt. Transition énergétique. Arrêter d'utiliser des voitures à combustible, comme on dit, à énergie fossile. Le pétrole, le gaz et tout ça, et passer aux voitures électriques pour pouvoir créer des voitures électriques et faire que tout le parc mondial, ou en tout cas une grande partie du parc mondial, puisse faire cette transition. Il faut compter sur le Congo. De quoi s'inquiéter sur l'absence. Voilà. Donc non, mais non, justement, ça veut dire que c'est un enjeu crucial. D'accord ? Et pour cela, le Congo doit être présent là où on parle, comme le président a dit, partout où on parle du Congo, le Congo doit être présent. Le président voulait y aller, mais après, à un certain moment, il faut faire des choix. Vous savez, la campagne électorale, c'est crucial pour notre pays, pour l'avenir du Congo et des Congolais, mais aussi pour l'avenir de l'Afrique. Et à un certain moment, on se dit... Mais qui touche en premier lieu son intérêt d'abord, hein, parce que là, il est candidat, il peut perdre ou gagner. C'est ce que je veux dire. Les campagnes électorales, il n'y en a qu'une. Des COP, il y en a déjà 28, c'est la 28e. Il y en aura d'autres. Et le Congo... On suspend d'abord le rôle du président de la République, puisqu'on est candidat, on fait d'abord la course pour... C'est-à-dire qu'on est un État, ce sont des institutions. C'est-à-dire que le Congo sera représenté, puisque c'est la vice-première ministre, je crois, non, elle est ministre d'État, oui, maman en charge de l'environnement, qui va représenter le pays, et elle va représenter le chef de l'État à Dubaï, et elle y est déjà, et elle le fera le job comme elle a l'habitude de le faire, c'est-à-dire de façon efficace et professionnelle. Et pendant ce temps, le chef de l'État, il continue la campagne, parce que le temps est court, il nous reste encore, on est déjà à la 2e semaine, il nous reste donc très peu de jours, donc pour ça, il doit continuer le contact avec son peuple, parce que pour lui, la priorité, c'est de parler aux Congolais, de parler aux Congolaises, et de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, et de leur demander de renouveler la confiance. C'est pour ça que le président a fait ce choix. C'est un choix judicieux. Ça ne veut pas dire que la voix du Congo ne sera pas mise en avant à Dubaï. Elle sera mise en avant, puisque les dossiers, bien sûr, ont été préparés à l'avance. Il y a des side events, il y a Maman F. Zaïba qui sera là, il y a Maman Stéphanie Bombo qui est l'envoyé spécial pour la nouvelle économie du climat qui seront là. La voix du Congo va être entendue à Dubaï, mais en même temps, le président, lui, il poursuit la campagne, il poursuit avec son bâton de pèlerin la rencontre avec son peuple pour pouvoir être en symbiose avec ce peuple et pouvoir leur demander de faire le bon choix. Le bon choix le 20 décembre, c'est de choisir le candidat numéro 20. Selon vous. Eric Nindou, on va parler avec vous du bilan des réalisations phares du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont vous faites vous jouez le rôle de porte-parole, bien entendu. Mais avant cela, on a quand même quelques questions de curiosité. Nous voulons savoir, Eric Nindou est-il aussi candidat député national, provincial? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Même conseil communal. Le conseil communal. Je ne suis pas candidat cette fois-ci, je le serai peut-être la prochaine fois. Vous savez, c'est un grand honneur d'être candidat, de pouvoir représenter le peuple. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une mise en disposition, une mise de moyens aussi. Et je pense que cette fois-ci, je ne me sentais encore pas prêt. Et j'ai eu l'honneur et la chance d'être désigné par le chef de l'État pour faire partie de ce qu'on appelle la Team Fachi, c'est-à-dire l'équipe restreinte qui s'occupe de la campagne. J'ai été désigné donc porte-parole du candidat. Il y a moi, il y a le professeur aussi Jean-Claude Chilumbaï, il y a aussi le professeur Daniel Mukoko Samba. On remplit ce rôle, mais ce rôle ne se situe pas simplement à nous. Il y a tous ceux qui sont là, qui sont les candidats justement sur le terrain et qui relaient la parole du chef de l'État, parce que, comme vous le savez, avec notre système politique, on élit un président. Donc qui a la souveraineté, qui a l'impérium, parce qu'il est élu et choisi par le peuple, mais pour qu'il puisse diriger le pays, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que tout le monde doit battre campagne pour pouvoir donner au chef de l'État à la fois son statut de président, donc c'est-à-dire le voter comme président, mais aussi qu'il ait une majorité, pour qu'on ne revive pas les problèmes que l'on a eus entre 2019 et 2021 avec l'alliance Cash FCC et qui n'avait pas bien marché, ce qui fait que sur le mandat de 5 ans, on peut le dire, il y a eu effectivement 3 années utiles, 2021, 2022, 2023.
parce que de 2019 à 2021, il y a eu non seulement eu les problèmes d'obstruction et de blocage qu'avait fait le FCC exercé à l'encontre du président et de son allié, donc le Cash, et puis il y a eu la pandémie du Covid qui avait bloqué l'économie mondiale pendant au moins un peu plus qu'un an, presque 2 ans. Une excuse aussi pour votre gouvernance, la pandémie de Covid-19? Non, ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Parce que ce n'est pas nous qui avons voulu qu'il y ait la pandémie du Covid. C'est un fait. Et ce n'est pas simplement le Congo qui a été touché. Le monde entier a été touché. Et d'ailleurs, Dieu merci, comme on dit, l'Afrique a été moins touchée que le reste du monde. Parce que vous vous rappelez les scénarios, hein, les scénarios racontés. Non, il y aura des milliers de morts en Afrique. Heureusement, grâce à Dieu, l'Afrique a tenu, mais on a quand même ralenti. Pourquoi notre économie a ralenti? Notamment à cause de la structure de notre économie. Et ça, on va en parler, parce que ça fait partie justement du projet du chef de l'État. Notre économie, depuis 1960, depuis notre indépendance, elle est extravertie, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers l'extérieur, on extrait les ressources minières et on les envoie. On importe la plupart des denrées que l'on consomme. Ça ne va pas, ça. Ça ne nous permet pas de pouvoir maîtriser notre économie. Et c'est pour ça que le président Tshisekedi, le candidat numéro 20 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement transformer cette économie congolaise pour faire qu'on transforme nos matières premières sur place et qu'on puisse avoir des gains, qu'on puisse gagner de la valeur sur la plus-value. Donc ce qui est généré comme richesse à partir de la transformation de ces matières premières et que les Congolais puissent créer ici des usines de transformation et qu'on puisse donner de l'emploi à nos jeunes. S'il y a une seule chose à retenir, le véritable défi des 5 prochaines années, c'est la création d'emplois. Il faut qu'on crée des emplois, et nous on a des chiffres, on va créer 6,4, c'est-à-dire 6 400 000 emplois en 5 ans. C'est l'engagement, le premier des engagements du candidat numéro 20. Ça serait une réalité, parce que jusqu'aujourd'hui, certains parlent de l'Allemagne d'Afrique, et aujourd'hui vous parlez déjà de plus de 6 millions d'emplois que vous allez créer. Mais bien sûr, ça sera une réalité parce que la méthode est là. La méthode, elle est raisonnée, elle est scientifique et elle est concrète. En plus de ça, durant les 5 premières années, disons même, je dirais, ces 3 années utiles, de 2021 à 2023, on a fait des progrès énormes. Déjà en termes budgétaires, vous savez que le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards. Vous savez qu'on a lancé tout plein de chantiers dans le pays. Vous savez que le président a fait une chose, avant même de parler concrètement de chiffres, pour ne pas justement mettre trop de chiffres dans la tête de nos téléspectateurs, il faut parler de caractère. La politique, c'est quoi? C'est l'art de transformer une volonté en action. C'est-à-dire qu'il faut être volontariste dans la politique. Volontaire, déterminé et cohérent. Si parmi tous les 23 candidats maintenant qui sont encore en liste, quel est... 26, mais comme il y a eu des petits arrangements entre amis, entre certains, il y en a 23 qui sont... 22, 23, on en parlera si vous voulez, mais ça n'a aucune importance. Nous, on parle effectivement sur 26 candidats, et le candidat numéro 20, il a son programme, il a son projet, il a ses engagements. Mais je disais, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être volontariste en politique. Et le président Tshisekedi est celui qui a montré qu'il était volontariste en politique. Pour être court, je ne prendrai que 3 exemples. 3 exemples, très vite, rapidement. Premier exemple, la gratuité de l'enseignement primaire. C'était dans la constitution congolaise depuis 2006. Aucun des présidents qui a été là, c'est-à-dire le président Joseph Kabila, ne l'a mis en œuvre. C'était une question de volonté politique. Quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il voit cette disposition de la constitution. Il décide de le mettre en œuvre. Tout le monde lui dit, ce n'est pas possible. Non, parce que le Congo n'est pas prêt, il faut d'abord le faire à petite échelle, on n'a pas les moyens, la Banque mondiale même lui dit non, il faut attendre. Il dit, on va le faire, parce que moi je veux qu'on le fasse, on va le faire. Et on arrangera les choses chemin faisant. Il l'a fait. Avec quelle retombée? C'était difficile au départ, mais avec une retombée magnifique, maman. Il y a 5 millions de nos 5 millions, les chiffres sont là, et ça va encore monter en puissance. 5 millions de nos jeunes frères, sœurs, enfants, qui ont comment je veux dire, accéder à l'école alors qu'ils ne pouvaient pas le faire, dont une majorité de jeunes filles. Première preuve de la volonté... Deuxièmement, rapidement, parce que je veux passer à autre chose. La couverture santé universelle. Depuis que le Congo est Congo, personne n'avait jamais pensé à se dire, comme dans les pays occidentaux, que quand vous êtes malade, par un système mutualisé, vous puissiez avoir accès aux soins. Parce qu'ici, les Congolais, on souffre, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas se faire soigner. Quand vous avez votre petite entreprise, que vous gérez avec 2-3 personnes, si vous tombez malade, c'est fini.
tout l'argent que vous gardez dans l'entreprise passe pour se faire soigner et puis c'est fini. C'est pour ça qu'on met en place ce système de couverture santé universelle. Mais on le fait étape par étape, par méthode. Et la première méthode, c'est la gratuité des soins pré- et post-nataux pour la mère et pour le nouveau-né. C'est essentiel parce qu'on était un des pays qui avait un des plus hauts taux de mortalité infantile et de mortalité des femmes à la naissance. Mais il fallait aussi du volontarisme pour le mettre en œuvre. Le Congo a décidé de le mettre en œuvre. L'État a même mis sur la table et vous près de attribuez 200 ça millions. à Félix Tshisekedi. C'est sa volonté. D'autres auraient pu le faire avant, mais lui, il l'a fait. Troisième élément, et ça, vous serez tous d'accord aussi avec moi, les fameux jeux de la francophonie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dire? Ça ne marchera jamais, ce n'est pas possible, les Congolais sont toujours en retard. Trois piliers du bilan. Les chantiers Tyrène, le président a dit on va faire ces chantiers. Et vous avez suivi, je sais que les équipes de communication plus étaient sur le terrain. Vous avez vu quand le président a commencé à faire les tournées d'inspection. Il a fait les tournées d'inspection et il a donné l'impulsion. Il a dit on va les faire ces jeux. On savait qu'il y avait des manigances qui se faisaient même peut-être au niveau de la francophonie où on ne voulait pas que le Congo fasse ces jeux. Parce qu'on ne voulait pas que le Congo comment je veux dire, bénéficie de ce prestige d'être la capitale mondiale de la francophonie. On l'a fait. 3 exemples du volontarisme en politique. Pour que les choses avancent, il faut que quelqu'un soit volontaire, déterminé et cohérent. Ce sont les 3 qualités du président Tshisekedi, le candidat numéro 20. Merci bien Eric Minou. Chers téléspectateurs, vous constatez que nous sommes en train de parler du numéro 20, puisque là, nous recevons son porte-parole, mais puisque nous parlons campagne, le numéro 20 a quand même sillonné quelques provinces de la RDC. Il était au Congo central, il a été en Équateur, récemment il était au Bazuélé. Nous allons suivre un extrait des 100 passages dans ces 3 provinces et on se retrouve tout juste après. Et voté Penza 100% numéro 100% numéro vote wana naza kosenga bino ezali mpona lisano te uta na banda manda na ngai nasengaki bino confiance nalobi na bino ngai mission na ngai ezali ya kozongisa mboka na biso Congo esika ezalaka kala esika ya lokumu. Bosala ngai confiance bandeko na ngai nakosepelisa bino nabandi kolakisa bino deja mwa bilembo na bambula kaka mibale misato ndambo oyo tozwi makambo na maboko yango nasengi bino confiance mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te mbula ebeta te biso banso na seni na bureau ya vote bobosana te bulletin na bino ya vote ekozala ya kandida nini kandida numéro voilà bozongiselanga confiance nakosepelisa bino nakotombola mboka oyo elongo na bandeko na biso ya union sacrée yango nazosenga ntango bozotiela ngai mikanda botiela mpe moko ya bana na ngai ya union sacrée soki bopesi ngai majorité nakokoka kokobisa misala oyo na bandi tina suka nakosenga na bino. Déterminé à ratisser large en cette période de campagne électorale, le président de la République et chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo multiplie le nombre de meetings par jour. Après Zongo et Guadolite, le numéro 20 du 20 décembre a communié avec la population de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. À ses côtés, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. À la commune de Wangata, le ticket de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a longuement parlé de ses réalisations en faveur du peuple congolais. La couverture santé universelle, avec les femmes qui accouchent gratuitement, la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les programmes de développement local de 145 territoires en cours
sous toutes ses facettes. Enfin, le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé vivement à la population de voter utilement, de lui accorder un second mandat. C'est vers 20 heures passées qu'il a dit au revoir en pleine lune aux Congolais de Mbandaka. Alors, Éric Mbundu, vous êtes là pour convaincre cette population, la population congolaise, à voter pour votre candidat, c'est votre choix, le numéro 20. Vous comptez séduire cette population avec quel bilan? On compte séduire la population avec un projet, mais un projet qui repose sur un bilan. C'est-à-dire, on est les seuls, c'est un avantage. On a un bilan. Vous parlez de quel projet? Justement, on va en parler, mais je vous explique d'abord la logique des choses. C'est-à-dire, il y a un bilan, c'est le seul candidat, le candidat numéro 20, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a un bilan, il a ce qu'on appelle l'autorité de la chose faite. C'est-à-dire que lui, il a fait des choses que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut palper, que l'on peut sentir. J'ai parlé de certaines de ces choses quand je vous ai parlé. En dehors de cela, parlez de 4 ou 5 qui peut séduire cette population, hein, je vous laisse libre. Écoutez, des choses qui ont été faites durant le premier mandat. Non, oui, pendant le premier mandat. En 5 ans. Mais vous citez 3 ans, moi je cite 5. Oui, en disant, sur les 5 ans, puisque un mandat c'est global. La plupart des routes qui ont été refaites ici à Kinshasa, route Elekinsa et dans l'intérieur du pays, les grands chantiers qui ont été Kalabambouji, les grands chantiers routiers qui ont été mis en œuvre pour pouvoir relier et connecter le pays. Ça a été fait par le président Tshisekedi. Ici, plein de routes, des petites routes de connexion dans la ville de Kinshasa. Vous parlez de quelle Ça a été route, par fait. exemple? On vient de parler de Elengesa, ça n'existait jamais. En dehors d'Elengesa. Allez sur place, demandez aux gens, ils vous diront, depuis que le Congo existe... Je vous pose la question pour ça. Oui, maman, justement, depuis que le Congo existe, ils n'avaient jamais vu la route de leur côté, la route Zolana. Elle a été inaugurée récemment encore, et je pourrais en citer plein d'autres. C'est-à-dire, le chantier des infrastructures, ça a été un chantier pris en main par le président Félix Tshisekedi. Ça résout quel souci en ces secteurs, par exemple? Aujourd'hui, on parle embouteillage terrible. Non, mais ça, il faut aussi savoir que... Ça a résolu quel problème? Ça a résolu déjà le problème par exemple, de la connexion entre, les communes de Kinshasa. Ça résout le problème. Pourtant, les embouteillages, sont accentués, surtout dans la capitale. Non, les embouteillages. Oui, mais parce qu'il y a un élément que vous oubliez, c'est que la croissance démographique de Kinshasa, du pays en général, elle est de 3,3% l'an. Ça veut dire qu'il y a environ 3 300 000 personnes qui arrivent chaque année à Kinshasa. Donc, dans l'ensemble du pays, mais notamment à Kinshasa, puisqu'il y a le phénomène de l'exode rural.
Et ça, dans notre projet, on va aussi essayer de l'inverser. C'est pour ça qu'on investit dans les territoires. En 5 ans, on n'a pas fait, on va quand même le faire après réélection. Non, on a commencé à le faire, madame. On a commencé à le faire. Surtout que, comme on l'a dit, on a eu 3 ans utiles. On a commencé à le faire. Et vous ne pouvez pas le nier. Avant Félix Tshisekedi, Elengue, ça n'était pas là. Maintenant, après Félix Tshisekedi, Elengue, ça est là. Vous avez cité les infrastructures. Les infrastructures, après. on l'a fait. Et ça va continuer. C'est important d'avoir une route parce que ça permet la connexion, le commerce, la mobilité au sein d'une ville. C'est très important. À part les routes. Les hôpitaux. L'hôpital de référence de Kinshasa, Mamaimo, vous pouvez passer. On n'a pas encore inauguré. Oui, mais ça va être inauguré. Le chantier va être bientôt inauguré. Mais je veux dire, c'est une merveille. Allons toujours dans les infrastructures. On a inauguré récemment, les équipes de communication plus étaient sur place, l'INBTP, l'Institut du bâtiment, l'Institut supérieur du bâtiment. Bâtiment et travaux publics. Voilà, les travaux publics, qui forment nos architectes, nos ingénieurs et tout ça. Il était laissé en désuétude depuis des années, en décrépitude carrément. Il l'a rénové, on a construit même une bibliothèque, vous l'avez vu. Vous pouvez même montrer les images si vous les avez. Un bâtiment flambant neuf, des dortoirs flambant neufs au standard de l'Occident. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait. L'Unikin, vous avez visité l'Unikin pendant les Jeux de la francophonie. Dortoir refait, bâtiment refait. Prochainement, ce sera l'UPN. Pendant ce même temps, il y a au moins 4 chantiers d'université qui sont en route. Donc vous voyez, les infrastructures, il a lancé des chantiers. Ça prend du temps, ça prend un certain nombre de temps, malheureusement. Vous savez pourquoi ça prend du temps? Parce que précisément, notre pays n'a pas un tissu industriel. Les intrants, c'est-à-dire le matériel dont on a besoin pour construire, le ciment, le gravier, les barres de laiton et tout ça, pour une bonne partie, on doit les importer de l'extérieur. Par exemple, le chantier de l'université de Mbujimayi, ça prend du retard. Les gens ont raconté tout et n'importe quoi en disant qu'on avait volé l'argent. Non, c'est simplement parce que les intrants, c'est-à-dire le matériel dont on a besoin... C'est cet argent qui aurait construit l'université de Mbujimayi, par exemple. Que ce soit cet argent ou pas qu'il a construit, ça, il faut se référer au directeur général de la RPTC qui vous dira à quoi a servi l'argent du RAM. Mais une chose est sûre, il y a au moins 4 chantiers de nouvelles universités qui ont été lancés dans le pays. Et ça, c'est bien parce que ça va bénéficier à notre jeunesse qui va pouvoir travailler et étudier dans des conditions dignes. Passons les infrastructures. Allons dans le domaine, par exemple, de la santé. L'hôpital du Kanchachi, rénové aux normes internationales. Vous l'avez visité, je pense. Parfait. Et ça, en plus, ça a un double... C'est vraiment ça, les bilans que vous comptez séduire les électeurs de numéro 20? Ce sont des éléments... Maman, ce sont des élire le numéro 20 ou à réélire? Ce sont des éléments concrets qui montrent que pendant les 5 premières années... rencontre l'assentiment du peuple congolais, êtes-vous sûr? Mais entre quelqu'un qui vous dit... Je vais tout vous changer, je vais construire, je ne sais pas moi, je vais augmenter les salaires, tout le monde va gagner $1000 ou plus par mois quand je serai élu. Et quelqu'un qui concrètement a augmenté le salaire des fonctionnaires, a augmenté le salaire des professeurs, a construit des universités, a rénové des bâtiments. Qui vous allez croire des deux? Celui qui a fait quelque chose, comme je dis, l'autorité de la chose faite. J'ai promis des choses, je les ai faites. Je n'ai pas pu tout faire. Parce qu'effectivement, les conditions dans lesquelles on a dû les faire, je vous ai parlé du Covid, je vous ai parlé de la crise inflationniste. Vous savez que, comme je vous dis, la structure de notre économie fait qu'on a une économie extravertie. C'est-à-dire, on dépend de la demande extérieure en matières premières. Par exemple, actuellement, vous savez que le prix du cobalt a baissé. Mais malgré la baisse du prix du cobalt, ce qui peut avoir un impact sur les revenus du pays, la croissance du Congo se maintiendra cette année quand même à 6,8%. Elle était à 8,9% en 2022. 2023, on dit 6,8%. Ça veut dire qu'il y a une résilience. Notre économie, malgré les chocs externes, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient qui fait monter les prix du dollar, malgré ça, notre économie résiste. Elle résiste pourquoi? Parce qu'il y a de la bonne gouvernance et de la rigueur dans la gestion des affaires du pays. Voilà, c'est ça le bilan de Félix Tshisekedi. Par exemple, vous savez que c'est la première fois... Une dernière chose en matière de gouvernance et de rigueur financière, c'est pour la première fois que le pays atteint la 5e revue de la facilitation de crédit avec le FMI. Aucun gouvernement congolais l'avait fait depuis que le Congo existe. Ça veut dire qu'avec Tshisekedi, la gestion des finances publiques a été faite de façon rigoureuse. Et il prend des mesures, il s'engage sur des mesures
pour que pendant les 5 prochaines années, ce soit de même et que ça permette à notre pays d'aller de l'avant. Vous venez de suivre le discours de votre candidat, pour ne pas Absolument. dire du président de la République. Il est président de la République. Bien sûr. Et vous pouvez l'appeler le candidat numéro 20. On vous reçoit en tant que porte-parole. Absolument. Parce qu'il est candidat, vous venez de le suivre. C'est là d'ailleurs qui dérange plus d'un Congolais. Des Dites-moi. promesses. Qu'est-ce qui dérange Des promesses Oui. de votre candidat Oui. qui ne se réalisent presque pas. Je peux vous citer de tas de Allez, promesses donnez-moi un faites exemple et on va en parler. avant son accession. Je vous donne 3 exemples. Moi, je Allez. vous donne 3. Allez-y, en un. Ouais. Avant d'accéder au pouvoir, il a promis de supprimer la taxe au GoPass. Oui. Chose, jusqu'aujourd'hui, il quitte son premier mandat, la taxe reste. Deuxièmement, Je vous réponds. allez-y, rapidement. Ça n'a pas été supprimé. Sans doute, c'est vrai, mais le tout, ce n'est pas de dire que la promesse a été ou non remplie, c'est dire pourquoi. La question aujourd'hui, c'est pourquoi la taxe GoPass n'a pas été. À quoi ça Allez-y. sert une taxe GoPass? On nous avait dit. Expliquez-nous, hein. Oui, on nous avait dit que ça servait pour pouvoir construire un nouvel aéroport. Et j'avais rigolé, il y avait un visuel qui circulait dans les réseaux sociaux qui disait, à un certain moment, seul Jésus sait où sont partis les 200 millions qui devaient construire le nouvel aéroport. Pendant 18 ans, ou peut-être plus ou moins, j'en sais rien, on a pris la taxe GoPass. On n'a pas construit de nouvel aéroport, mais aujourd'hui, il y a effectivement un projet de construire un nouvel aéroport. Donc cette taxe GoPass, elle va servir à quelque chose. Qui va se concrétiser après réélection, c'est ça. Mais maman, les chantiers, ça se fait un à un. On ne peut pas tout lancer les chantiers en même temps. Et même quand on les lance en même temps, ça évolue pas à pas. Regardez le chantier des 145 territoires. On l'a lancé. Il y a près de 7000 écoles, par exemple, qui sont en chantier. Sur ces 7000 écoles, aujourd'hui, vous en avez près de 80% qui sont terminées. Mais les autres 20%, elles termineront d'ici 2, 3, 4 mois. Un chantier, ça se construit petit à petit. Donc, ne vous en faites pas. L'avantage du président Tshisekedi, c'est que peut-être que toutes ces promesses n'ont pas été réalisées. Il faut Non, je l'accepter, voulais c'est dire, normal. on vous a Mais pas en tout vraiment cas, très bien saisi sur la taxe, si vous pouvez encore. Vous avez parlé du nouvel aéroport. Oui. Donc dis au moins- c'est ça qui a fait que la taxe ne soit pas supprimée, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que l'affectation de cet argent. Le problème, c'est qu'avant, pour être clair, avant cet argent était perçu, on vous a dit qu'on va l'affecter à quelque chose, cette chose n'a jamais été réalisée. Cette fois-ci, on vous dit que l'argent est perçu et il sera affecté à quelque chose. Attendez, peut-être dans un an, vous Donc verrez si on si comprend cette chose est bien, affectée. auparavant cet argent partait dans des poches inconnues. Et Je ne depuis sais pas, que je n'étais Félix pas là. Tshisekedi est En arrivé tout au cas, pouvoir, on sait- je vais essayer un peu d'entrer, de faire une introspection pour Allez-y. dire que cette fois-ci, depuis que Félix Tshisekedi est président, il a pu canaliser cet argent qui va servir désormais à la construction d'un nouvel aéroport. C'est ça que vous voulez ça rassurer à cette population. Rassurons-les justement que cet argent aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de gestion et de rigueur qui ont été mises en place, la RVA qui perçoit cet argent, on va l'affecter à quelque chose de concret, notamment la modernisation de l'aéroport international de Ndjili. Mais durant toutes les années où il a été perçu, est-ce que vous avez vu des différences ? À part un petit nouveau terminal international qui ressemble à un terminal international, enfin un terminal local dans un pays. Vous allez au Kenya, vous verrez l'aéroport de Nairobi. Est-ce que notre aéroport ressemble vraiment à un aéroport international pour la capitale d'un grand pays comme le Congo? Ce n'est pas le cas. C'est Tshisekedi compte changer des choses une fois réélu, il aura. Mais bien on aura, sûr, par exemple, parce que des les chantiers se font infrastructures les uns après les autres. Vous avez vu le chantier du nouvel aéroport international de Kolwezi? Bien sûr. Ben oui, mais ça aussi c'est quelque chose qui a été grâce à la volonté de Tshisekedi. L'impulsion qu'il a donnée à Maman Fifi Mazouka, gouverneur du Lualaba, s'est concrétisé et il va être inauguré dans quelques temps, mais il est déjà pratiquement fin prêt. Et il est aux normes internationales. C'est pour revenir encore à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la volonté politique qui fait la différence. Avec Félix Tshisekedi, on a une volonté qui se concrétise. Avec les autres candidats, on a du blabla, on a des promesses, on vous promet monts et merveilles, mais rien ne va être concrétisé. Surtout que parmi certains d'entre eux, il y en a qui ont s'y géré et on peut faire leur bilan, mais je vous laisse le faire le jour où vous les inviterez à notre place. Deuxième exemple, Eric Ngindou, parlant de cette diminution de l'argent l'argent du port, je voulais dire la douane, diminution de la douane. Aujourd'hui, on peut se rendre à Dubaï, on a plus ou moins 5 000, on s'est dit on achète un véhicule de 3 000, mais pour avoir ce véhicule à Kinshasa, il faut penser au double, c'est-à-dire si vous avez payé 3 000, il faut penser à un autre 3 000 pour que ça fasse plus ou moins 6, voire même 7 000 pour avoir son véhicule. Qu'est-ce que tout de cela? Donc vous dites les taxes à l'importation, c'est ça? Tout à fait. Oui, les taxes à l'importation, ça fait partie de tout un arsenal de mesures de politique fiscale et économique qui sont mises en place avec un intérêt.
Alors, peut-être que vous, en tant que, je veux dire, consommateur, ça vous embête parce que vous dites ça coûte cher. Je paye à 5 000, je viens ici, je dois le dédouaner, payer encore des taxes. Ça et alors, décourage même. ça me revient à 10 000. Je suis d'accord, c'est embêtant. Mais la vraie question qu'il faut se poser, cet argent-là que je paye, à quoi ça sert? C'est ça la véritable question que doit se poser un citoyen. Répondez, à quoi ça sert? Mais moi, je vous explique, maman. Aujourd'hui, Allez-y. vous savez comment le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards? À votre avis, c'est par magie? Le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards. Parce qu'aujourd'hui, sur Félix Tshisekedi, l'argent qui est perçu aux douanes va vraiment dans les caisses de l'État. Avant, vous payez toujours la même taxe. Est-ce que vous avez vu que le budget national a augmenté? Non. Où allait cet argent? Monsieur Christian a une idée de ça. Il va nous répondre. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut tracer l'argent où il va. Parce qu'on a vu que le budget a augmenté. Et comme le budget a augmenté, après, le gouvernement, et c'est ça la responsabilité politique, quand vous avez un budget, vous l'allouez, c'est-à-dire que vous mettez cet argent dans vos priorités. La priorité, effectivement, des gouvernements sous Félix Tshisekedi, ce n'était pas de diminuer peut-être les taxes à l'importation de véhicules, mais c'était de construire des écoles, rénover des routes, construire des hôpitaux, augmenter le salaire des fonctionnaires, investir beaucoup au sein de nos forces de défense. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Il n'y a jamais eu un président, depuis que le Congo existe, qui a autant mis des moyens pour rendre leur dignité à nos vaillants soldats. Nos vaillants soldats qui défendent, je veux dire, la patrie, à l'Est notamment, vu à cause de cette agression injuste que nous fait subir le Rwanda et leur suppôt du M23. Il a rénové, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hôpitaux militaires. Il a augmenté le solde des militaires, l'équipement militaire. Il a réformé, il a lancé une loi de programmation militaire. Donc ça veut dire, c'est de l'argent qu'il faut investir là-dedans. Et cet argent, il vient probablement de taxes comme celle de l'importation de véhicules ou d'autres taxes. L'avantage là-dedans, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'au moins cet argent, il y a une traçabilité et on voit que cet argent sert à des choses utiles. Et après, quand on aura rempli nos priorités, c'est-à-dire comment on appelle ça, les services de base, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, et puis aussi certains autres services, alors peut-être qu'on pourra diminuer cette taxe, maman. L'État ne fabrique pas l'argent par magie. Il doit ponctionner cet argent quelque part. S'il ne ponctionne pas sur votre salaire, c'est-à-dire il coupe votre salaire en deux, comme on fait peut-être dans d'autres pays, eh bien il va les prendre sur des activités économiques comme celle de l'importation. Alors, troisième et dernier, avant de passer la parole à mon confrère qui est juste à côté de moi. Vous êtes de la diaspora, bien sûr, Eric Nindou. Le chef né et grandi au Congo, mais vécu un certain nombre d'années en diaspora. C'est pas un péché. Non, c'est pas un péché, mais c'est pour expliquer les choses. Quoi. Comme voilà, ça, c'est clair. Le chef de l'État a promis, en fait, c'était un souhait pour lui de faire devenir les jeunes Congolais des millionnaires. Pourtant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas compter un seul jeune millionnaire en RDC. Alors, les Congolais de la diaspora, c'est pourquoi je vous ai même cité, m'ont dit à moi, le seul regret qu'ils n'ont pas vu le chef de l'État réaliser, c'est qu'il a promis, c'est-à-dire faciliter les climats économiques ou sociaux pour séduire les investisseurs à venir créer des emplois ici en RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je crois que ceux qui vous ont dit ça, d'abord, sont très sévères et ils font un peu une erreur d'analyse. Pourquoi? Je vous réponds. En 2 points déjà. Vous savez que depuis que le Congo existe, il n'y a jamais eu un président qui s'est autant préoccupé du climat des affaires et de l'amélioration du climat des affaires. Redorer l'image de la RDC. Non, mais je vous explique concrètement, maman, mais du climat des affaires. Allez-y. Parce que c'est le premier président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, qui a placé près de lui, à la présidence et sous son autorité directe, une cellule du climat des affaires. C'est-à-dire une cellule restreinte, une task force, comme on dit, de personnes dont le travail jour et nuit, c'est de travailler pour améliorer et attirer les investisseurs. On a des résultats palpables. Mais bien sûr, il y a eu une revue récemment, ça a même été présenté, je crois que vous étiez même invité à ça, où on a montré est-ce que le baromètre du climat des affaires au Congo s'est amélioré. Effectivement, il s'est amélioré, mais il s'est amélioré de façon très minime. Mais pourquoi, maman? Mais parce qu'on vient de loin. C'est parce qu'on vient de loin. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On vient de très loin, donc toutes les petites améliorations ne se font pas sentir tout de suite. Elles ne se font pas sentir tout de suite, mais le climat est en train de s'améliorer. Parce que c'est quoi le climat des affaires? Il faut parler concrètement aux gens. C'est quoi le climat des affaires? C'est d'abord la sécurité juridique. Pour que quelqu'un vienne investir, il veut être sûr que quand il investit, son investissement et la propriété de ce qu'il a va être garanti par la justice. On sait dans quel état est notre appareil judiciaire. Donc la réforme de la justice
contribue à l'amélioration du climat des affaires. L'accès au foncier, c'est-à-dire la possession de la terre. On a une législation là-dessus. Beaucoup d'étrangers qui veulent investir se disent oui, mais il paraît que la terre appartient toujours à l'État. Est-ce que si j'investis, est-ce que j'ai des garanties qu'on ne va pas m'arracher ça? Il faut sécuriser ce climat des affaires. On fait partie de l'OHADA, donc l'organisation panafricaine sur le droit des affaires. Tout à fait. Il fallait que le Congo, en tant que membre de l'OHADA, conforme son droit des affaires au droit de l'OHADA. Et je pourrais citer encore plusieurs étapes. C'est-à-dire, on travaille sur un chantier, c'est un chantier à long terme, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas, le Congo a été noté par des pays, par ce qu'on appelle les grandes agences, les Big Three ou les Big Four. Comment ils s'appellent encore les agences de notation mondiale. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit que le Congo a la note B, triple B, B+, même. C'est-à-dire, c'est un pays dont le climat des affaires et l'environnement économique s'améliorent. Ce n'est pas encore le climat le plus parfait, mais ça s'améliore. Vous savez, moi je retiens toujours une phrase que le chef a dite quand il était parti à Londres. J'avais eu la chance de l'accompagner. C'était en 2021 pour une grande conférence qui s'appelle Africa Investment Forum, organisée par le Financial Times, un grand journal financier londonien. Et le président parlait aux investisseurs qui lui disaient « Oui, mais ça ne va pas. Est-ce qu'au Congo ?» Le président leur a dit « Vous savez, on est en train de s'améliorer au Congo. Alors, ce que je vous conseille, venez tant qu'on est en train de faire le chemin vers l'amélioration. N'attendez pas que l'on soit parfait. Parce que la perfection, d'abord, elle n'existe pas. Et en plus de ça, si vous attendez qu'on soit parfait, vous arriverez trop tard. C'est ça la différence, par exemple, entre les investisseurs occidentaux et les investisseurs chinois. C'est que les Chinois, ils prennent des risques. Investir, c'est savoir prendre des risques. Aujourd'hui, le risque du Congo a toujours été surévalué. Vous savez, parfois, quand vous parlez à un investisseur, il vous parle du Congo parce qu'il voit dans les médias occidentaux, non, il y a des troubles à l'Est, on a tué autant de personnes par les terroristes de l'ADF, je veux dire, en Ituri ou bien plus de ce côté-là. Alors il croit que c'est tout le Congo qui est en guerre. Bien sûr qu'on a de la compassion et on se bat jour et nuit pour que la guerre à l'Est cesse. Mais il faut aussi savoir que la guerre, elle est circonscrite dans une petite partie du pays. Le reste du pays est ouvert à l'économie, ouvert aux investissements. Alors je vais vous parler de quelque chose aussi qui montre le volontarisme du président Tshisekedi. Vous connaissez les fameux contrats chinois que l'ancien président avait mis en œuvre. Ces contrats se sont révélés être un fiasco total parce que le Congo n'y a vraiment pas gagné. Ce sont les Chinois qui ont gagné. C'était en quelque sorte du troc. Infrastructure contre matières premières. Pourtant, on est allé encore vers ce même Chinois. Non, justement, c'est là la différence, maman. Et c'est là toute la différence. Laissez-moi terminer sur ça parce que c'est très important. Ouais, c'est très important. Le chef de l'État était en Chine en 2022, je pense. Qu'est-ce qu'il a dit aux Chinois? Il a dit, les contrats là, des 5 chantiers et tout ça, laissons tomber. Parlons-nous d'État à État. Maintenant, on va faire ça dans le cadre d'une coopération d'État à État d'égal à égal. C'est-à-dire que tous les investisseurs chinois qui viendront seront insérés dans le cadre d'un contrat État-État. Ça veut dire que chaque État va pouvoir garantir la qualité et le résultat des investissements. Et c'est pour ça qu'on est en train de refaire les choses avec les Chinois. On a négocié dur comme fer avec les Chinois pour le contrat TFM. On est arrivé au bout parce qu'il y avait des problèmes concernant la rétribution qu'ils devaient nous faire de ceux qu'ils exploitaient. On est arrivé au bout, le Congo a eu gain de cause. On négocie dur comme fer avec les Chinois sur Sicomine pour pouvoir justement revoir aussi l'équation de la rétribution des dividendes. Le Congo défend ses intérêts. Pourquoi? Parce que le pouvoir de négociation, ça fait partie aussi de l'amélioration du climat des affaires et de la croissance économique d'un pays. Il faut pouvoir négocier avec ses partenaires. Les autres ont l'impression, ceux qui sont venus avant nous, n'ont jamais négocié. Parmi eux, il y a, je pense, un gouverneur qui était aussi de cette région riche, qui était le Katanga. Il n'a jamais négocié. En revanche, avec le président Tshisekedi, nos partenaires doivent accepter que le Congo veut bénéficier de ses richesses dans un partenariat d'égal à égal. Acceptez d'abord que nous puissions prendre cette petite pause. On va suivre un extrait du message du président Tshisekedi, candidat dont vous êtes porte-parole, candidat numéro 20, qui parle justement de son projet une fois réélu. Et puis on va se retrouver juste après pour parler d'une autre phase parce que cette fois-là, on va se baser surtout sur ce qu'il a choisi comme terme de campagne, unité, sécurité, prospérité. On reviendra aussi sur les infrastructures, mais avec tout un panel de questions que détient Magui. On va se retrouver juste après cette transition. D'accord, merci. Chers compatriotes,
Depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du mont Nyiragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les 5 années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base qui a permis à ce que plus de 5 millions d'enfants renouent avec le chemin de l'école. À ce programme s'est ajoutée la mise en œuvre cette année du programme de la couverture santé universelle à travers le lancement du projet de gratuité des soins aux femmes enceintes, des accouchements et des soins de santé aux nouveau-nés. Qu'est-ce qui a donc pu motiver ces initiatives? Pas une simple posture politicienne, mais plutôt la réelle volonté de voir émerger un Congo fort et prospère et à la souveraineté affirmée. Caisse nationale de sécurité sociale, les agents publics de l'État, c'est ça payé. Nazali agent public ya l'État, Nazali na lisanga ya Sensap. Caisse nationale de sécurité nazobomba mbongo na ngai na Sensap. public de l'État, c'est ça payé. Oyo nde retraite à visage humain. Bakulutu tozokende na bopemi. Bilenge bazozwa misala ya malunga. Bopemi na ngai nakozwa lifuti na Sensap. Likambo kobanga paso esili depuis basaleli biso caisse nationale. C'est ça payé. Ata nazwi retraite kasi na 4% ya salaire nanga bazokata na kovivre kaka. C'est ça payé. Ba agent public toyema. C'est ça omelanga 4% ya salaire nanga po atalobi. L'État pe azali kobakisela agent 8% na 4% na ye. Taux de cotisation ezali na 12% ya pamba. Son Excellence Fachi Beton ayeli biso réforme na Sensap. Batata ba mama bandeko ezanga wabino madame Nancy Tsumbu, candidat député provincial numéro 87. Nasengi na bino boye bakopona lelo pona lobi na biso. Choix eza moko candidat président ezali Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 et puis ngawabino madame Nancy Tsumbu, candidate député provincial Ngiringiri numéro 87. Alors, Eric Nindou, vous allez nous parler directement de votre candidat. Selon son thème de campagne, il parle de la prospérité, de l'unité et de la sécurité. Qu'entendez-vous par la prospérité? D'abord, dans un ordre, Ouais. l'unité, la sécurité et la prospérité. L'ordre est important, pourquoi? Tout bien sûr, tout est important. C'est une trilogie, mais il y a un ordre important. D'abord, l'unité, c'est-à-dire que notre pays doit être uni.
Nous devons tous travailler pour le Congo. La différence entre le président Tshisekedi et les autres candidats, en tout cas certains autres candidats, c'est que lui, il est fédérateur. Nous sommes en campagne aussi, il faut les citer. Vous allez les citer? Non, mais les citer, Ou bien c'est leur vous faire ne de voulez la pas faire leur publicité. Non, c'est voilà, je ne suis pas là pour faire leur publicité, Ok. mais vous les connaissez. Moi, il n'y a qu'un seul candidat qui me semble important. Bon, la parce différence que c'est entre lui, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, par exemple. ben, je dirais que le président, c'est un fédérateur et c'est quelqu'un qui unit les Congolais. L'autre, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui veut diviser les Congolais. Voilà. En Donc, quoi c'est pour faisant ça que l'unité, c'est important. En quoi? En quoi faisant? En quoi faisant, madame Bon, en quelques lignes, parce qu'on parle Mais pas. je veux dire, je ne suis pas là pour critiquer ou dire ça. Non. Je suis là pour dire ce que notre Parce que candidat vous avez numéro qualifié 20 le Taliban, par faire exemple, quelque chose voilà de bien. pourquoi vous pensez que c'est lui qui veut diviser les Congolais? J'ai pas compris, vous dites? Parce que vous êtes taxé des talibans. Non, pas pour ça, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, au Katanga, il y a eu, d'ailleurs en 2021, le chef était là aussi, et durant les années où ce monsieur était gouverneur du Grand Katanga à l'époque, il y a eu quelques relents de confrontation tribale. Et ça, ce n'est pas bien. Les Congolais sont tous des Congolais. Nous sommes tous des enfants de ce pays et nous devons rester unis. C'est pour ça que l'unité, c'est important pour le président Tshisekedi et il le met en tête de ses priorités. La deuxième priorité, c'est la sécurité, la valeur sécurité. C'est-à-dire que chaque Congolais doit être en sécurité. Et vivre dans une république, c'est pouvoir sortir, se promener, amener ses enfants à l'école, aller manger, se mouvoir comme on veut, sur tout l'ensemble du territoire sans être menacé. Des menaces intérieures, c'est-à-dire la sécurité au quotidien par les Koulouna, des voyous, des bandits. C'est pour ça que nous avons tout un volet de notre programme qui consiste à renforcer cette sécurité du quotidien, notamment par exemple en engageant 25 000 policiers par an durant les 5 prochaines années. Et puis il y a la sécurité aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis justement de ces agressions que l'on subit de nos voisins. C'est pour ça que là, il y a un volet de diplomatie et de défense. Le président Tshisekedi a rencontré tous les 9 voisins du Congo dès son arrivée au pouvoir pour essayer de nouer avec eux des relations cordiales, des relations de bon voisinage et de fraternité. Ça a marché avec l'ensemble de ses voisins, sauf avec un seul, le régime du président Paul Kagame, qui a fomenté l'agression des terroristes du M23. Et là-dessus, nous avons répondu par le renforcement des capacités et la réforme de notre armée, et c'est toujours en cours. Il y a une loi de programmation militaire qui va renforcer la sécurité des Congolais. C'est ça, je sais que c'est ça. C'est pour ça que la sécurité, c'est la deuxième des valeurs que l'on met en avant. La troisième des valeurs, c'est la prospérité. Je vous l'ai dit dès le départ, le véritable enjeu de notre pays, quand on connaît les fondamentaux du Congo, un pays de 105 millions d'habitants, selon les derniers chiffres. Un pays qui, selon les projections, en 2050, fera 215 millions d'habitants. Imaginez-vous ce que c'est 215 millions, c'est à peu près la population des États-Unis qui font 225-230 millions. C'est-à-dire un pays énorme, une grande population. Dans cette population-là, non pas une forte densité, mais une population énorme. Parce que nous avons aussi un pays qui a une très grande étendue. Nous n'avons pas une très grande densité, au contraire. C'est-à-dire au kilomètre carré, pour parler de la densité précisément, le Congo n'est pas un nombre de pays. la population divisée par kilomètre carré, c'est ça la densité. Voilà, mais il y a une grande population. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que la plupart de cette population sont des jeunes. C'est-à-dire entre 60 ou 65% de cette population a moins de 20 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une pression démographique dans le marché de l'emploi. Chaque année, vous avez au moins 10 millions de Congolais qui sont en âge d'aller travailler, c'est-à-dire qui ont à peu près entre 18 ans et 25 ans, qui viennent sur le marché du travail. Et on n'arrive pas à absorber toutes ces personnes. C'est pour ça que la prospérité, c'est important. Parce qu'il faut créer de la richesse. Et c'est ce que je vous le disais depuis le début. Le seul candidat qui parle de ça dans son programme et qui a commencé à le mettre en œuvre, c'est pour ça qu'il a l'autorité de la chose faite, c'est le président Tshisekedi, c'est-à-dire faire quoi? C'est transformer notre économie, transformer la structure de notre économie. Nous avons une économie extravertie. On extrait, on envoie et on gagne des dividendes. L'économie tournée vers l'extérieur. Tournée vers l'extérieur. Et on importe la plupart de nos biens de consommation. Jusqu'à même friser le ridicule. On importe de la purée de tomates. Ça vient parfois même de très loin, de Chine, du Brésil et tout ça. Alors que les tomates, il suffit qu'on jette les graines, ça pousse ici. Et c'est pour ça que le candidat numéro 20 veut changer ça. Il a commencé à changer ça, notamment à travers l'agenda de transformation agricole.
selon quelques filières. La filière du maïs, la filière du manioc, créer justement des chaînes de valeur où de la plantation à la récolte et à la transformation, tout se fera au Congo pour qu'on puisse manger ce que produisent les Congolais et que les Congolais nourrissent les Congolais. Voilà les trois. Unité, sécurité et prospérité. Après, on peut décliner et on a un programme pour ça, des engagements du chef de l'État qui sont 6 engagements. On peut y aller, ça dépend de vos questions. On y arrive, mais nous voudrons aussi savoir en termes des infrastructures, parce que vous en avez parlé de manière ramassée. Oui. Quelles sont les infrastructures? Je parle des infrastructures routières, des bâtiments qui sont vraiment illustratives par rapport au bilan de Félix Tshisekedi que vous voulez qu'il soit réuni après les élections du 20 décembre. Mais il ne doit pas être infrastructures phares, quelques bâtiments, quelques routes phares qui peuvent vraiment attirer l'attention des Congolais pour accorder un second mandat de Tshisekedi. Mais on n'est pas en train de faire un hit parade. C'est ça le problème aussi de vous, mes collègues journalistes, puisque je me considère comme journaliste, j'ai été journaliste durant près de 27 ans. Je veux dire, on n'est pas en train de faire un hit parade en disant voilà, j'ai fait ça. Non, on est en train de se demander qu'est-ce qui a été fait, parce que tout ça s'est fait dans un plan, dans un projet, pour être utile et qui va servir. Quand je vous dis, on crée une route qui n'existait pas, comme la route d'Elenguessa, ça sert à quelque chose. Ça permet la mobilité, ça permet de faire du transport, ça permet même d'augmenter l'activité économique dans le lieu de la capitale Kinshasa. Quand on est en train de rénover tout le chantier de la Nationale 1, ça nous permet aussi justement de connecter les différents chefs-lieux des provinces et ça nous permet justement d'acheminer des lieux de production aux lieux de consommation dans les grandes villes. Quand dans le projet du président Tshisekedi, il y a un projet de rénover et d'entretenir toutes les routes de dessert agricole, ça va permettre effectivement à ce que là où sont les lieux de production du manioc, du maïs, des bananes plantains ou que sais-je, on puisse les amener de là où c'est produit vers les grandes villes où l'on consomme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ou autres. Parce que pour l'instant, parfois, il y a des récoltes qui pourrissent sur le terrain, faute de pouvoir être transportées. Quand on vous dit que on crée par exemple le centre financier, ici à Kinshasa, à la Gombe. L'inauguration, c'est déjà pour quand le centre financier? C'est pour la mi-décembre, avant les élections. Je vous donne un scoop. Ce sera pendant la campagne électorale. Je vous donne un scoop, ce sera avant les élections. Ok. Voilà. Donc ça sera encore à ajouter dans l'actif du bilan du candidat Tshisekedi. Est-ce que ça existait avant son arrivée? Ça n'existait pas avant son arrivée. Donc c'est lui qui en tout cas a donné l'impulsion pour ça. C'est quelque chose de très important. C'est un centre financier qui va faire qu'aujourd'hui on va regrouper sur un même Parce que vous avez donné un scoop, nous voulons aussi tirer cette question, peut-être les centres culturels en face du palais du peuple, ça sera aussi inauguré pendant cette période? Ça, je n'ai pas d'infos précises là-dessus. Je suis sincère avec vous. Je n'ai pas d'infos précises là-dessus. Ça le sera peut-être, mais je n'ai pas d'infos précises. Le centre financier, ça le sera avant le 20 décembre. On reste un peu dans laissez-moi terminer. Allez-y. Je voulais vous dire à quoi ça sert un centre financier. C'est important parce que ça regroupe dans un même endroit différents ministères, ministère des Finances, ministère du Budget, et ça regroupe aussi les régies financières. Ça veut dire qu'il y a dans un même lieu, dans une même place et un même endroit, justement tous ceux qui forment la structure de toute l'ingénierie financière d'un pays. C'est important. À ça va s'adjoindre aussi une grande salle de conférence, 2 grands hôtels, je pense. Ça permettra que, comme dans les grands pays, il y ait ici aussi au Congo des grandes conférences sur l'investissement au Congo, des grandes conférences sur l'investissement même en Afrique. Ça va permettre à Kinshasa de devenir aussi une ville du tourisme des affaires. Parce que c'est aussi un moyen d'attirer des devises étrangères. Que les gens viennent organiser comme ils le font aujourd'hui, que ce soit à Marrakech, que ce soit au Kenya, à Nairobi ou à Johannesburg, ou au Cap, comme on était parti avec le chef pour le fameux Indaba. Chaque année, il y a la grande messe des mines qui se passe au Cap Indaba. Et bien ici aussi au Congo, on va pouvoir faire des grandes conférences qui se passeront ici, où des milliers de gens viendront discuter au Congo des richesses du Congo, comment il faut les transformer, comment il faut les améliorer. Voilà des choses qui sont faites. Et c'est pour ça que ça donne du prestige au pays. Organiser les Jeux de la francophonie, ça a mis la lumière, le spot
du monde sur le Congo. On a vu, tiens, au cœur de l'Afrique, il y a un pays qui s'appelle le Congo et un pays qui est en train de se relever, qui est en train de renaître de ses cendres après avoir dormi pendant les 18 dernières années. Et c'est ça aussi grâce à Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsque votre candidat Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir après les élections de 2018, il a posé certains actes donc, à impact visible, entre autres pour la ville de Kinshasa. Je parlerai de la construction des sautes-moutons qui sont aujourd'hui visibles. Est-ce que c'était vraiment important? Cet argent-là ne pouvait pas servir à autre chose? Vous savez, on peut toujours discuter de l'allocation des ressources. C'est un débat, et c'est un débat démocratique, et vous avez le droit, justement, de le soulever. Mais le choix a été fait en ce temps-là de construire les sauts de moutons. La question maintenant qu'il faut se poser, plutôt que de reprendre un débat qui n'a plus lieu d'être, puisque c'est déjà construit. L'allocation, le choix politique avait déjà été fait, n'est-ce pas? Donc maintenant, est-ce que l'utilité et l'efficacité, justement, de ces sauts de moutons est-elle prouvée, oui ou non? Nous vivons tous acquis et nous voyons que si ces sauts de moutons n'existaient pas, les embouteillages que l'on vit à Kinshasa, qui sont difficiles, seraient encore pires qu'avant. Mais la question, les gens diront, oui, mais malgré les sauts de moutons, il y a toujours des embouteillages. Mais la question, c'est de savoir que les sauts de moutons ne font partie que d'un processus. C'est-à-dire, il y a les sauts de moutons et il y a aussi toutes les routes qui sont, comme on dit, les routes connexes aux grands axes, doivent aussi être rénovés. Et le chantier de rénovation est en cours, ce qui permettra aux gens de ne pas rouler simplement sur les grands axes, c'est-à-dire le grand boulevard, mais de pouvoir prendre les petites routes de desserte dans les quartiers. Et si on les rénove, ça permettra de désengorger Kinshasa. Et puis, plus loin que ça, c'est aussi penser à créer justement des pôles de développement dans les provinces, pour que tout le monde ne se dise pas que le paradis c'est Kinshasa. Là vous faites allusion au programme des 145 territoires. Absolument. Je suis né, je ne sais pas moi, à Ngandajika ou à Ketokimosi, mais pour moi le bonheur et le paradis c'est venir à Kinshasa, et parfois même si je n'arrive pas à trouver mon bonheur, je croupis et la misère. Vous savez que la véritable misère, on le trouve dans les villes. Il y a un phénomène de misère urbaine dans les pays en développement, et pas simplement au Congo, on le constate dans d'autres pays africains. Pourquoi? Parce que tout le monde vient dans la ville, et la ville n'arrive pas à absorber toute cette activité-là. C'est pour ça que dans notre programme, et je reviens là-dessus, le programme qui consiste à créer 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années, le premier volet de ce programme, c'est transformer tout le tissu économique informel qui est dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ou Matadi, le transformer en économie formelle, pour pouvoir le rendre pérenne et pouvoir garantir de véritables emplois. Exemple, un monsieur qui aujourd'hui, ou une dame d'ailleurs, qui a son petit garage, son petit salon de coiffure, mais qui n'est pas reconnu comme étant une entreprise reconnue, c'est-à-dire avec identité juridique et aussi qui paye ses taxes et tout ça. Demain, la dame ou le monsieur tombe malade. L'entreprise est morte. C'est-à-dire qu'elle et tous ses employés n'ont plus de revenus, ils retombent dans la pauvreté. Dans notre programme, ce qu'on veut faire, on veut les formaliser en leur donnant un appui, un accès à un bâtiment, par exemple, un bâtiment sous forme de coopérative, ou par exemple plusieurs salons de coiffure. Rendre formels toutes les petites et moyennes entreprises. Absolument, parce que ça va faire une chose, ça va d'abord pérenniser les emplois, les solidifier, donner du revenu aux gens qui travaillent donc là et nourrir les familles, et puis ça va permettre aussi à l'État de pouvoir tirer profit de ça grâce aux taxes que ces entreprises vont payer. Et c'est ça, par exemple, et là-dessus, on est prêt, on a calculé que c'est près de 2,6 millions d'emplois. Vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je jette un coup d'œil, il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire, près de 2,6 millions d'emplois, rien que dans ce domaine-là, c'est la formalisation, si je peux m'exprimer ainsi, de tout ce tissu informel d'activités qui sont présentes. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on se dit, il faut commencer par créer des emplois à partir du vécu quotidien des gens. Ces gens, ils existent. Les mamans maléois qui ont ces petits restaurants de rue, elles existent. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas de sécurité juridique. Elles n'ont pas d'existence légale. On va les aider à se formaliser pour que demain, leur emploi puisse continuer, que quand la maman se sent fatiguée, elle puisse léguer par exemple ce maléois à son fils ou à sa fille, et qu'ainsi, il y ait une pérennisation des emplois. C'est ça l'inventivité et je veux dire l'aspect concret de notre projet. Pas ceux qui vous disent « je vais créer 10 millions d'emplois au Congo ». Demandez-leur comment et comment ils vont le faire. Ils n'auront pas les moyens de vous expliquer. Alors parlons du côté sécurité. Oui. Par là, je vois... L'emploi, ça ne vous intéresse pas, parce qu'il y a d'autres volets dans l'emploi. Bien sûr, parlons... L'emploi, c'est important. Vous savez, résumé un peu parce que nous sommes en direct et la télé, c'est l'État. Ok, voilà. Donc, comme je vous disais... En quelques minutes. Voilà. Au niveau de l'emploi, il y a d'abord ce premier volet-là, comme je vous disais, formaliser, rendre formel tous ceux qui sont ces petites industries et ces productions informelles.
Deuxième volet, c'est le développement des infrastructures et l'assainissement des villes. Une ville comme Kinshasa, près de 15 millions d'habitants, vous savez combien de tonnes de déchets Kinshasa produit par jour? Il paraît quelque chose comme près de 1 million de déchets, 2000 tonnes de déchets par jour. Mais tous ces déchets-là, vous le voyez comment ça traîne dans les caniveaux. Mais il faut créer toute une économie de... Comment on va dire une économie qui n'a pas été créée en 5 ans, ça sera quand même créé... Mais oui, ça va être créé justement, parce que ce sont des projets et ce sont des choses faisables qui existent. Une économie pour assainir justement nos villes, pour nettoyer nos villes, pour pouvoir justement transformer ces déchets. Une économie circulaire. Voilà. Et ça va aussi créer des emplois. On a estimé ça à 2,2 millions d'emplois. Autre emploi, l'agriculture. Je vous ai dit que les Congolais puissent nourrir les Congolais. Donc de ce point de vue-là, il y a ce qu'on peut faire à moyen et long terme, c'est-à-dire créer des filières de production de manioc, de transformation de la tomate, de transformation de tous nos denrées agricoles. Et puis il y a ce qu'on peut faire aussi dans l'immédiat, c'est-à-dire aider des Congolais, des jeunes entrepreneurs, peut-être des jeunes millionnaires, qui faisaient peut-être des jeunes millionnaires, à entrer dans le secteur de l'importation alimentaire. Parce que pour l'instant, ce secteur, c'est un oligopole, c'est-à-dire une petite minorité d'importateurs étrangers importent les biens congolais. Et on voudrait que des Congolais rentrent dans ce secteur aussi. Et l'État est prêt à les aider à rentrer dans ce secteur, notamment pour qu'ils puissent avoir des positions dans la chaîne de production agricole. Voilà, ce sont donc quelques mesures dans quelques secteurs bien ciblés, bien étudiés, qui vont pouvoir nous permettre de créer 6,4 millions d'emplois sur les 5 prochaines années. Les Congolais peuvent déjà s'en réjouir. Ils peuvent s'en réjouir. Qui est d'ailleurs bien louable, et surtout si ça s'est concrétisé, si ça ne restait pas dans des projets comme certains projets qui sont restés sans être concrétisés en 5 ans passés. Mais ce sont des engagements chiffrés. Donc vous pourrez revenir dans 5 ans, si les Congolais font confiance au candidat numéro 20, et lui dire: vous aviez dit, ou Nindou avait dit en votre nom, que vous allez créer 6,4 millions d'emplois. Quel est le chiffre? Espérons en tout cas. Bon, on va rentrer côté sécurité, j'insiste, parce que puisque tout ça voit la vie, il faut que les pays soient vraiment sécurisés. Absolument. Vous parlez de la sécurisation de la population et de ses biens. Donc, je vois par là l'éradication des groupes armés. Pourtant, chose qui a été également promise avant son accession, je parle bien de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a promis d'en finir avec la guerre de l'Est. Aujourd'hui, en 5 ans, la guerre persiste. Aujourd'hui, on va aux élections sans certains territoires de la République démocratique du Congo, notamment Rutshuru, Masisi, comme vous venez de le dire. Comment rassurer cette population à voter encore pour votre candidat? Il faut... Sur le plan sécuritaire. Hein, oui, sur le plan sécuritaire. Il faut voir la réalité telle qu'elle se présente. Quelle réalité? Écoutez-moi. Allez-y. Vous reprochez au président de ne pas avoir éliminé tous les groupes armés, de ne pas avoir cessé l'agression à l'Est. Mais qui est la cause de l'agression à l'Est? Est-ce que c'est le président Tshisekedi? C'est pas le président Tshisekedi. Je parle des promesses, il a promis. Il a dit qu'il s'engage à tout faire pour stopper ça. Et il a tout fait pour stopper ça. Il l'a fait de 2 manières. J'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure. D'abord par la diplomatie. Parce que, vous savez, la guerre, ça ne profite à personne. Ce sont des morts, ce sont des vies brisées, ce sont des familles endeuillées. Donc, on commence d'abord par la diplomatie. Rencontrer tous les 9 voisins. Essayer de nouer des relations fraternelles et de bon voisinage. Entrer dans des processus sous-régionaux, régionaux et même parrainés par la communauté internationale, tels que le processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nairobi, c'était quoi? C'était inviter tous les groupes armés à baisser les armes, à déposer les armes et à venir pour leurs revendications politiques ou autres, à discuter entre Congolais, puisqu'on ne veut pas faire couler le sang des Congolais par d'autres Congolais. Certains avaient déposé, mais les M23 a persisté. Voilà justement, Monsieur Christian, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'une grande majorité des groupes armés ont accepté ce processus. Ceux qui sont vraiment Congolais et qui se disaient « non, on ne veut plus faire couler le sang de Congolais », parce qu'ils avaient commencé cette guerre sans doute pour des bonnes de mauvaises raisons. Mais le M23 a refusé de déposer les armes. Et pourquoi il a refusé de déposer les armes? Parce qu'on a bien compris qu'ils étaient sous l'instigation et sous le soutien du Rwanda. Donc, le fait que l'agression ait continué, ce n'est pas le fait du Congo, c'est le fait de l'agresseur. Et nous, on y a répondu comment? On y a répondu, comme je dis, d'abord par la pression diplomatique.
en essayant de trouver par des mécanismes régionaux, via l'EAC, via l'ONU, via l'Union africaine, à faire pression pour qu'on arrive. Et le Congo a signé tous les accords qu'il fallait pour qu'on aille. Le Congo a joué le jeu, si je peux dire, bien que ce ne soit pas un jeu. Et maintenant que ça n'a pas marché, on fait quoi? Eh bien, le chef l'a dit la dernière fois. Vous l'avez entendu dans son interview à France 24. Il a dit, on ne va pas continuer à supporter ça. On peut passer à l'étape supérieure. Mais je ne suis pas ici pour donner ou dire ce que le chef décide de faire. Le chef, en tant que commandant suprême des forces armées, ce n'est pas mon rôle de le dire et je ne peux pas, de toute façon, je ne suis pas habilité à le dire. Mais il a été clair, si vous savez lire et comprendre ce qu'il avait dit. Il avait dit que trop, c'est trop. Mais pour pouvoir le faire, ce qu'il a commencé, pour pouvoir peut-être passer à l'autre phase, à une phase agressive et pas une phase diplomatique, il faut pour ça avoir l'appareil militaire en place. Et cet appareil militaire, c'est ce que je vous ai dit, c'est le premier président qui a mis autant de moyens pour rendre la dignité à nos soldats. Rénover les camps militaires, augmenter le solde des militaires, mieux les armer, mieux les former, améliorer le social des militaires et de leurs familles. Aujourd'hui, on a une armée qui est prête, effectivement, à remplir ses tâches régaliennes, c'est-à-dire à défendre la patrie. Après, le reste, comment ça se passera? Ça, ce sont des domaines, comme on dit, sécuritaires. Il n'y a que le président qui peut décider de ça. Et s'il le décide, il en parlera et vous saurez ce qui sera fait. Mais en tout cas, le Congo défendra chaque pouce de son territoire jusqu'au bout. Les petites parties du territoire qui sont aujourd'hui occupées par le M23 ne le resteront pas éternellement. Sachez qu'ils seront boutés dehors. C'est un engagement du président, c'est un engagement du candidat et ce sera fait. Mais à part ça, on a tout un projet justement pour pouvoir améliorer la sécurité du pays. C'est non seulement la mise en pratique, donc la mise en œuvre de la loi de programmation militaire qui comprend toute cette réforme de l'armée, mais c'est aussi une réforme plus globale de, comment je dois dire, du système de sécurité globale, c'est-à-dire notamment le système de renseignement. Avoir un appareil de renseignement qui soit vraiment tourné vers la perception des menaces et l'anticipation de ces menaces. Et c'est quelque chose qu'il faut, vraiment, comme on dit, un changement de cadre, un changement de vision, j'oserais même dire un changement de paradigme. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Mais ça a commencé à mettre... Sans minimiser l'infiltration et autres, hein, surtout. Mais ça comprend ça aussi, maman. Ça comprend ça aussi. Ça veut dire, c'est que il faut essayer... Parce qu'on vous parle d'infiltration. Mais quand il y a des infiltrés, il faut les détecter. Et puis, il faut les expurger de l'institution. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais il ne faut pas le faire de manière arbitraire. C'est pas quelqu'un qui téléphone, qui dit « Oh non, Christian est un infiltré, on vient, on arrête Christian, on le met en prison. » Non, on est en état de droit. Donc on doit le faire selon les normes. Et le nettoyage est en train d'être fait. Ça, je peux vous le dire. En vous entendant parler, les Congolais peuvent déjà souffler un ouf de soulagement, en tout cas sur le plan sécuritaire. Mais parlons un peu sur la gouvernance. Quel bilan faites-vous? On va peut-être terminer par là sur la gouvernance des ressources naturelles, portefeuille et surtout finances publiques. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été fait d'abord? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire la rigueur qui a été mise dans la gestion des finances publiques. La preuve, c'est que les agences de notation, Goodies ou les autres, nous ont noté comme pays B+. C'est-à-dire un pays dont la situation économique s'améliore et qui est en voie d'amélioration. C'est très bien. C'est pas parfait. Le parfait, c'est AAA. On n'est pas AAA, seuls des pays comme Dubaï, tous sont sur AAA, mais on vient de loin. Donc c'est le progrès qui est intéressant, c'est la tendance qui est intéressante et c'est ça qu'il faut observer. Deuxième chose, l'amélioration, je veux dire, de nos finances publiques. Le budget, par exemple, qui augmente de 4 milliards, qui atteint 16 milliards. Pourquoi les autres ne l'ont jamais fait avant? Le Congo était toujours le Congo, nous avions toujours le cobalt, le cuivre, le manganèse, mais pourquoi ils ne le faisaient pas? Parce qu'il y avait justement ce qu'on appelle le coulage des recettes. L'argent partait, on ne sait pas où, Christian semble savoir où partait cet argent. Il a dit tout à l'heure. Ne parlez pas à sa place. Hein. Non, je dis ça, c'est juste pour faire sourire, parce qu'il a dit tout à l'heure que l'argent allait dans les poches de certaines personnes. Donc il en a la responsabilité, parce que si on lui demande de citer ces personnes, je lui en laisse la responsabilité. Mais en tout cas, cet argent n'allait pas dans les caisses de l'État. Allez-y. D'accord. Cette fois-ci, ça va dans les caisses de l'État. Un budget de 16 milliards, des estimations donc de recettes de 16 milliards, et on peut allouer des dépenses à des choses concrètes. Par exemple, ce budget-là, que nous, on projette pour les 5 prochaines années, il est à peu près de 87 milliards sur les 5 ans. Ce qui veut dire 17 milliards par an.
Notre budget était de 16 milliards, atteindre 17 milliards, ce n'est pas très difficile si on a toujours la même rigueur. Et on a même été félicité, comme je vous l'ai dit, par le FMI qui a dit que c'est la première fois que le Congo atteint la 5e revue sur la question de la facilitation du crédit. Ça veut dire qu'on reconnaît que le Congo gère ses finances publiques de façon sérieuse. Et enfin, pour la bonne gouvernance, il y a un phénomène, un fléau même comme on dit, quelque chose qui était ancré dans l'ADN du Congo, c'était la corruption. Il y a toujours de la corruption, même dans les pays les plus vertueux, les plus démocratiques. Non, mais il y a de la corruption partout, même aux États-Unis, il y a de la corruption. On parle du Congo. Non, mais c'est pour dire que le Congo n'est pas le pays où il y a la propre corruption. Mais la corruption a plus d'impact dans un pays pauvre. Parce que voler $100 aux États-Unis ou voler $100 au Congo, ça a plus d'impact au Congo puisqu'il y a plus de pauvres au Congo. Mais il n'y a aucun président qui a combattu la corruption plus que Félix Antoine Tshisekedi. Il a redoré le blason, réhabilité l'IGF. Vous savez tous les exploits que l'IGF a fait. Essayer de traquer justement les dépenses inutiles ou les malversations financières. Il a créé l'APLC, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Il a créé le CNRF, l'agence qui lutte contre comment on appelle ça, les circuits financiers, notamment l'argent du terrorisme et le blanchiment d'argent. Il y a la Cour des comptes aussi qui a été réhabilitée aussi. J'ai assisté à la rentrée judiciaire de la Cour des comptes. Il disait, ça fait des années qu'un président n'avait plus assisté à la rentrée judiciaire de la Cour des comptes. Ça veut dire la considération que le président donne à notre appareil judiciaire, à ces grandes institutions, aucun président ne l'avait fait avant lui. Ouais, donc, aucun président n'a mis en place la structure institutionnelle pour lutter contre la corruption. Et les résultats ont suivi. Mais il faut aller bien sûr plus fort, plus loin, pour que tous les Congolais comprennent que l'intérêt général, ce n'est pas de voler l'État. Quand vous volez l'État, vous volez vous-même et vous volez vos enfants. Puisqu'en faisant ça, vous empêchez l'État d'investir dans l'enseignement, d'investir dans la santé, c'est-à-dire d'investir dans le bien-être de vos enfants. Dernière question avant de passer la parole à Christian Nyamabou. Éric Nindou, nous sommes en pleine campagne électorale. Absolument. Pourtant, il y a beaucoup de Congolais, voire même des politiciens, qui ne croient toujours pas à la tenue des élections le 20 décembre 2023, surtout quand on voit la réalité à la CENI qui n'a pas encore touché ces près de 300 millions de dollars américains, si je ne me trompe pas. Récemment, on a suivi le communiqué du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui précise d'avoir donné des caisses, en fait, demander à ce qu'on puisse débloquer près de 130 millions de dollars américains. Que dites-vous de cela? Puisque les 130 ne va toujours pas rencontrer l'assentiment de la Commission électorale nationale indépendante. Pourtant, nous sommes à 2 semaines, si je ne me trompe pas, voire même quelques jours de la tenue des élections. La CENI n'a pas encore touché ses fonds. En croire la somme allouée par le ministère des Finances, ce n'est pas suffisant par rapport à la somme demandée par la CENI. Comment croire à la réalisation de ces élections? D'abord, ce que je vais vous dire, ce qui est bien, ce qu'on retient là-dedans, c'est qu'on a aujourd'hui une CENI qui est vraiment indépendante. C'est-à-dire une CENI qui n'est pas à la botte du gouvernement, puisque la CENI peut interpeller le gouvernement. Denis Kadima et son équipe sont là et ils travaillent selon l'intitulé même de leur fonction, Commission électorale nationale indépendante. Donc reconnaissons l'indépendance de la CENI d'abord, saluons-la, c'est un progrès dans la démocratie pour notre pays. Maintenant, traitons le problème. Première chose, saluons d'abord ça. Ça nous garantit que cette CENI-là va organiser des élections qui seront des élections transparentes, justes et efficaces. Alors maintenant, pour ce qui est de l'organisation des choses, concrètement, d'abord il faut s'adresser à la CENI pour savoir si elle va le faire. Moi en tout cas, ce que j'ai lu récemment, quand la CENI a réagi aux propos du cardinal Fridolin Ambongo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils vont organiser les élections, qu'il ne faut pas justement qu'il y ait ces oiseaux de mauvaise augure qui chantent tous les jours parce qu'ils veulent nous faire peur. Les gens veulent nous faire peur, madame. Il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ne sont pas prêts. On va aller aux élections. Au cas contraire. Non, on va aller aux élections, madame. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est toujours, je reviens à la volonté politique du président Tshisekedi. Il a dit les élections auront lieu le 20 décembre 2023 et il a instruit le gouvernement de donner l'argent à la CENI. Maintenant, pour ce qui est du rythme du décaissement,
Ça, ce sont des problèmes comptables. Il faut poser la question à la CENI. Qui vous dit que si la CENI n'a pas ses 130 millions déjà, elle ne pourra pas organiser les élections? Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas comme quand on va acheter... Ce n'est pas le montant demandé. Mais non, mais maman, dans la gestion des institutions, ce n'est pas comme quand on va acheter des tomates au marché. C'est-à-dire il faut donner les 10 000 francs, sinon vous n'avez pas vos tomates. Non, la CENI peut avoir accès à un crédit, par exemple. Ça veut dire que le gouvernement se porte garant sur les dépenses du solde du montant de la CENI. Je veux dire, je ne suis pas là parce que je ne suis pas spécialiste dans la matière pour parler, mais c'est-à-dire que quand on veut trouver des solutions en matière de financement et que le gouvernement, l'État, se porte garant de ça et exprime clairement sa volonté que les choses vont être faites parce que le président de la République a instruit le gouvernement, ça va être fait. Ça va être fait. Après, il y a peut-être des problèmes logistiques, amener les appareils à voter dans les recoins du pays. On sait qu'on a un pays immense, mais on va résoudre le problème. Est-ce que ces élections seront parfaites? Sans doute pas parfaites, parce que même dans les grandes démocraties comme aux États-Unis, les élections ne sont pas parfaites. Au moins, ça aura lieu. Tout sera mis en œuvre pour qu'il y ait des bonnes élections au Congo, et il y aura ces élections. Donc préparons-nous à vivre ces élections. Et d'ailleurs, je voudrais vous féliciter, parce que je vois votre programme qui s'appelle Communiquons sur les élections. C'est un moment de démocratie. Notre démocratie est une démocratie jeune et fragile. Et il faut qu'on le soit. Il faut qu'on soit, nous, les Congolais, amoureux de nos démocraties. Parce que, regardez autour de nous, quels sont les pays qui ont un tel rythme d'élections et d'élections aussi libres, avec un débat aussi libre? Il n'y en a pas beaucoup. Je ne veux pas dire du mal des voisins. Vous voulez parler en Afrique? Je parle juste en Afrique centrale. Ok. Déjà, regardez l'Afrique centrale. Donc, je veux dire, c'est un luxe presque que les Congolais ont, et ce luxe, on doit l'entretenir et le choyer. Donc, arrêtez d'entendre, comme je dis, les oiseaux de mauvais augure qui ne veulent pas les élections, qui veulent qu'on retourne à des pseudo-négociations, qu'on prolonge et tout ça. Ils ont raconté ça depuis 5 ans. Parce que leur plan, ce n'est pas la démocratie. Leur plan, c'est le petit arrangement entre amis, le partage du gâteau. Non. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, il a dit « on ira aux élections et si les Congolais me font confiance, je gagnerai les élections de façon franche et sans discussion. » Et moi, c'est pour ça que j'appelle nos concitoyens, nos compatriotes, justement, à se mobiliser. Il faut aller voter le 20 décembre. Quel que soit votre choix, allez voter le 20 décembre. Pour moi, je vous conseille de choisir le candidat numéro 20 pour les raisons que j'ai données. Parce qu'il a un projet, parce qu'il a de la volonté politique, du déterminisme, et il sait où il va mener le pays. Et il a prouvé durant durant son premier mandat ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Et il vous propose quelque chose pour les 5 prochaines années, notamment la création d'emplois pour les jeunes, pour que vous, les jeunes, vous puissiez avoir au moins de la dignité, qu'il y ait d'autres entreprises comme Communication Plus qui puissent naître et qui puissent être pérennes et qui ne meurent pas après 5 mois ou 6 mois. On en connaît beaucoup d'entreprises comme ça. Mais si le climat des affaires s'améliore et que Félix Tshisekedi puisse appliquer son programme, des entreprises comme la vôtre pourront être pérennes parce que dans un pays de 100 millions d'habitants, il y a de la place pour tout le monde. Je rappelle qu'il nous reste près de 5 minutes. Christian Nyamabou, vous avez la parole. Nous sommes en direct, nous tendons vers la fin. Eric Nindou, regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Oui. Nous sommes en pleine période de campagne électorale et il ne reste que 20 jours, parce qu'aujourd'hui c'est le 30, il reste 20 jours pour la tenue des élections du 20 décembre 2023. Quel est le candidat qui fait peur à Félix Tshisekedi? Aucun des candidats ne fait peur à Félix Tshisekedi. Justifié. Parce que la peur n'est pas un sentiment qui anime Félix Tshisekedi. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui est volontaire, déterminé et cohérent. Et j'ajouterais même constant. Dans ce qu'il veut, il va jusqu'au bout. Quand il est certain que son idée est pour l'intérêt général, il le fait. L'exemple le plus flagrant, c'est comme je vous ai dit, la gratuité de l'enseignement primaire. Tout le monde lui a dit que ce n'était pas possible. Tout le monde lui a dit ce n'est pas possible, on n'est pas prêt et tout. Il a dit je vais le faire. Et pourquoi il a accepté? Il a voulu le faire. Parce qu'il sait que ça allait bénéficier aux enfants. Ça ne va pas lui bénéficier à lui, ça va bénéficier à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, pour qu'ils puissent avoir des chances dans la vie en sachant écrire, lire et compter. Eric Nindou, entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu, qui fait peur à Félix Tshisekedi? Aucun des deux ne fait peur à Félix Tshisekedi. Je vous réponds sincèrement, aucun des deux ne fait peur à Félix Tshisekedi. Chaque jour, vous montrez les images de la campagne. Vous avez vu les pleins que le candidat numéro 20 fait. Vous avez vu à Kisangani, vous avez vu à Mbandaka, vous avez vu aujourd'hui un truc à Isiro, et prochainement dans d'autres villes, à commencer d'abord par Kinshasa, quand il a lancé sa campagne. Le peuple est au rendez-vous avec Félix Tshisekedi, candidat numéro 20. Donc pourquoi voulez-vous qu'il ait peur?
il n'a pas peur. Il espère simplement que on va aller jusqu'au bout de cette campagne et qu'il puisse gagner de façon, comme on dit, de façon claire et correcte, et que ce processus électoral se passe dans le calme. On rejette la violence, on rejette la violence et l'agressivité, parce que ceux qui seront les véritables victorieux de ce processus électoral, c'est les Congolais. Si on le réussit, on a eu la chance, parce qu'à cause de la volonté de certains hommes, que la transition politique se passe de façon pacifique en 2018. C'était la première fois dans notre pays. Eh bien, on veut que les choses continuent comme ça. Qu'on redevienne un pays normal, où les gens peuvent se disputer. Vous savez, ceux qui sont les autres candidats, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos adversaires politiques. Tout à fait. Je ne les considère pas comme nos ennemis. On n'a pas envie de les tuer, on a envie de les battre dans les urnes. C'est tout. Félix Tshisekedi fera-t-il la reprise avec Félix Tshisekedi en 2024, selon vous, selon votre foi? Selon ce que je pense, oui. Et selon ce que je vois du début de campagne, oui. Le président va gagner cette élection. Selon aussi le bilan, bien sûr. Et c'est ce que vous pensez à nos concitoyens. Et nos concitoyens ont conscience que ce bilan est positif. Même si on n'a pas tout fait, en tout cas, on a fait une majorité de choses et on a montré la volonté que l'on veut faire plus. Et c'est pour ça que les Congolais nous font confiance. Et si ce que vous pensez n'est pas une réalité le 20 décembre, que feriez-vous? C'est-à-dire, si ce n'est pas une réalité, vous voulez dire si Félix Tshisekedi n'est pas réélu. Madame, on est démocrate, mais je ne veux pas penser à cette hypothèse. Comme on dit, l'échec n'est pas une option. Ça veut dire que, dans l'idéal, on est des démocrates. C'est-à-dire qu'on veut aller aux élections, on accepte les règles du jeu jusqu'au bout. Celui qui gagne a gagné, d'accord? Mais dans la détermination que l'on a pendant la campagne, comme on dit, il n'y a pas d'autre option que la victoire. Vous savez, quand on joue la finale de la Champions League, on est là pour gagner. On n'est pas là pour jouer. On ne vient pas se promener. On joue vient pour gagner. On joue pour gagner en respectant les règles du jeu, bien sûr, et on est là pour gagner. Ils jouent pour gagner. Merci beaucoup Eric Nindo, en tout cas d'être passé. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier message à tous ces électeurs qui vous suivent. Je dirais simplement à nos compatriotes que le 20 décembre, c'est un enjeu crucial. C'est non seulement choisir celui qui va gérer le pays durant les 5 prochaines années, mais c'est aussi choisir entre revenir à zéro, c'est-à-dire jeter à la poubelle tous les acquis que l'on a eus durant les 5 ans, ou alors consolider ces acquis, aller plus loin et plus profond. Et c'est pour ça qu'il faut choisir le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc 20 sur 20, le 20 décembre, choisissez le candidat numéro 20. Merci beaucoup Eric Nindou d'être passé. Je rappelle que vous êtes porte-parole du candidat d'ailleurs que vous venez de citer, numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Merci Gabi, merci Christian, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, merci également à vous, fidèles téléspectateurs en tout cas. Vous avez été là à nous suivre religieusement pendant près d'une heure. Merci. Vous qui êtes candidat, qui vous tardez encore, nous vous demandons d'emboîter les pas. Faites comme le porte-parole du candidat numéro 20. Venez vous-même, non, vous ne pouvez même pas envoyer les porte-paroles, vous pouvez venir défendre votre bilan. Et puis voilà, ça sera très facile pour vos électeurs. Merci également. Quant à nous, nous vous disons au revoir et on se retrouve comme à l'accoutumée demain. Merci. Merci beaucoup. Merci.